Bonsoir tout le monde, bonsoir Bousso Dramé. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, vous êtes une jeune et brillante consultante internationale. Vous faites partie de ce qu'on appelle les Global Shapers. Je pense que c'est un hub qui a été initié par le Forum économique mondial. Vous avez fait partie des 130 personnalités et des 7 jeunes qui ont été invités à Davos. Mais avant de parler un peu plus des Global Shapers et nous dire ce que c'est que quand on dit Bousso Dramé, tout le monde se souvient, vous n'avez pas qu'on en parle, tout le monde se souvient de cet épisode avec l'ambassade de France. Vous avez eu, je pense, à refuser un visa ou quelque chose comme ça. Comment ça s'était passé exactement? Tout d'abord, avant de répondre à la question, permettez-moi de saluer les personnes, toutes celles et ceux qui partagent ce plateau avec moi, saluer le public chaleureux qui est avec nous et puis également saluer les téléspectateurs qui nous suivent ce soir. Je suis vraiment très heureuse d'être avec vous ici parce que le Grand Rendez-vous, c'est un programme que j'affectionne tout particulièrement, vous le savez, parce que j'estime qu'il rehausse de fort belle manière la qualité des programmes de l'audiovisuel sénégalais. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Donc je disais, en fait, par rapport à la question que vous venez de me poser, c'est en général un sujet sur lequel je préfère ne pas revenir parce que j'estime que l'essentiel qui devait être dit et fait à ce sujet a déjà été dit et fait et le combat a été porté. Et nous remercions d'ailleurs les Sénégalais qui nous ont soutenus dans ce combat parce qu'il s'agissait de dire non à une certaine forme d'oppression, de dire non à une forme d'administration qui oppresse les usagers. Est-ce que vous pensez que depuis lors, le combat a porté ses fruits? Est-ce que des choses, vous avez eu des feedbacks? Est-ce que des choses ont changé? J'ai reçu des feedbacks de la part de plusieurs usagers qui sont retournés parce que pour redonner un peu le contexte, j'avais été lauréate du concours d'orthographe du Sénégal et une fois venu le moment de faire les procédures de demande de visa, j'avais eu à faire face à des comportements vexatoires, condescendants de la part de personnel du consulat. Je n'aime pas revenir encore dessus, mais il était important de le faire à ce moment-là, de marquer le coup. Et effectivement, les feedbacks qui nous sont revenus ont été extrêmement positifs. Les gens nous disent aujourd'hui, quand on va au consulat, c'est un tout autre discours qu'on nous tient. On est accueillis par des sourires de l'entrée jusqu'au niveau des guichets. Nouveau, et surtout, même les préposés au guichet nous donnent des conseils. Il y a une personne qui m'a dit récemment, j'étais partie pour un visa d'1 an. On m'a dit, écoutez madame, vous revenez régulièrement, vous n'avez pas de problème, pourquoi pas demander 5 ans? Donc j'estime que c'est une révolution lorsqu'on en arrive là. Et dire qu'en fait, le plus important, c'était que les choses changent et que par notre personne, nous puissions porter la voix pour ces Sénégalais-là qui n'avaient pas la possibilité de se faire entendre, mais qui souffraient en silence des agissements de ces services. Donc j'estime que le changement est palpable. Et donc nous nous réjouissons si par notre prise de position, nous avons pu faire changer les choses à ce niveau. C'est quelque chose que je ne savais pas, qu'il y avait eu autant de changements. Ça, on s'en réjouit tous. Donc c'était la peine de faire peut-être ces courriers que vous avez faits. Mais maintenant, pour parler des Global Shapers, c'est quoi exactement ce groupe de jeunes? C'est les jeunes qui vont faire le monde de demain ou quoi? Alors en fait, les Global Shapers, c'est un concept qui a été, qui est sorti de l'imagination du professeur Klaus Schwab, qui est le fondateur du Forum économique mondial, qui en fait part du constat que dans les pays arabes, les révolutions arabes ont été finalement portées par la jeunesse de ces pays qui au départ réclamaient plus de pain et ensuite réclamaient des emplois, des jobs, parce que vous connaissez la situation du chômage des jeunes en Afrique, dans les pays arabes et à l'échelle mondiale. Et donc, il part du constat que finalement les jeunes sont une force. Ils peuvent être une force de destruction, ils peuvent détruire des régimes dont on disait qu'ils étaient monolithiques, des régimes dictatoriaux qui étaient partis pour durer ad vitam aeternam. Alors il s'est posé la question de savoir comment catalyser cette énergie de la jeunesse et en faire non pas une force de destruction, mais en faire une force pour construire un monde meilleur, donc transformer les sociétés dans lesquelles ces jeunes évoluent et puis faire en sorte que ces jeunes puissent être des forces de proposition. Donc l'idée du Global Shapers, c'est en fait de créer des centres locaux, donc des associations, des volets locaux d'associations, et les instituer, les organiser en réseau. Donc nous sommes un réseau de 300 jeunes à travers le monde, plus de 3000 jeunes qui sont réunis, tous ayant entre 20 et 30 ans. Et c'est l'âge pour être considéré comme un Global Shaper, il faut ne pas sortir de cet intervalle. Et donc, ces jeunes se réunissent à l'échelle locale et proposent des projets pour le bien de leur communauté. Et ils sont sélectionnés comment et sur quelle base? Alors, ils sont sélectionnés de plusieurs manières, mais disons que la première manière, c'est la nomination. Donc, c'est des personnalités
au sein du pays en question, qui identifient des personnalités qui leur semblent correspondre à des critères. Je reviendrai sur les critères tout de suite. Et donc, ces personnes sont proposées au niveau du Forum économique mondial comme étant potentiellement des Global Shapers. Donc, c'est ce qui se passe pour les premiers Shapers lorsque le programme s'installe dans un pays. Donc, les premiers sont en général nominés par des personnalités du pays en question. Ensuite, une fois que les jeunes s'agrègent ensemble en hub, on appelle les associations locales des hubs, c'est à eux de définir les critères de sélection propres à leur communauté. Parce que vous en conviendrez avec moi que ce qui fait un leader aux États-Unis ne passerait pas forcément pour des critères de leadership au Sénégal. Le côté très affirmatif des Américains pourrait passer pour de l'arrogance chez nous. Donc chaque hub détermine en son sein les critères qu'il faut pour en faire partie. Donc, et se gère de manière autonome. Les hubs sont absolument autonomes du Forum économique mondial. Le forum, en fait, est en quelque sorte à l'origine de l'idée, mais dans l'exécution, c'est les jeunes qui recrutent, qui identifient les talents au sein de leur communauté, définissent leur programme de travail et se réunissent ensemble pour faire bouger les choses. Donc, vous étiez présente au dernier Davos. Comment vous avez vécu ça de l'intérieur? Comment ça s'est passé? Alors en fait, Davos déjà c'est en quelque sorte, disons que c'est un mythe. C'est un mythe, c'est le mythe d'un cénacle où se retrouvent les personnalités entre guillemets les plus puissantes au monde, donc du monde de la finance, de la politique, du droit, des activistes et des personnalités diverses. Donc disons que de l'extérieur, pour moi qui suivais Davos depuis de longue date, et qui m'intéressait beaucoup par ailleurs au combat altermondialiste. C'était très intéressant d'être à l'intérieur et de voir, d'être témoin des échanges parfois très intenses qui s'y déroulaient entre les personnes qui sont à des spectres complètement opposés, à des positions complètement opposées du spectre idéologiste. Vous allez voir du spectre idéologique plutôt, vous allez voir des gauchistes, des personnes qui sont de tendance plutôt libérale, des anarchistes, des militants. Et je trouve que c'est un foisonnement d'idées qui est extrêmement intéressant. Donc Davos, moi je le vois vraiment comme un think tank géant où sont lancées les tendances qui vont déterminer la manière dont les politiques économiques, les politiques publiques vont être gérées. C'est une sorte donc de think tank. Mais est-ce que ce n'est pas un peu prétentieux? Est-ce que vous pensez qu'ils ont les moyens de leur politique? En tout cas, c'est ce qu'ils veulent, c'est ce à quoi ils veulent arriver. Donc c'est faire en sorte qu'une fois par an, il y ait un rendez-vous annuel où se retrouvent des personnalités qui font avancer les choses à l'échelle locale, des personnes qui contestent le statu quo, des personnalités qui ont des choses à proposer. Par exemple, Bill Gates est un participant régulier de Davos, il y était cette année. Quelqu'un comme Bill Gates, vous en conviendrez avec moi qu'il a révolutionné l'informatique, il a révolutionné la manière dont nous utilisons cet outil dans la vie de tous les jours. Ça dépend, d'autres vous diraient que c'est Steve Jobs, c'est que Bill Gates n'a fait que... Tout à fait, mais Steve Jobs aussi, de son vivant, était aussi un régulier de Davos. Ce que je veux juste dire, c'est que vous avez par exemple, je donne un autre exemple, l'activiste, l'opposante birmane Aung San Suu Kyi, qui était à Davos, le Dalai Lama qui y était. Donc en fait, il y a un foisonnement de On a vu aussi que le milliardaire africain Aliko Dangote, tout à fait, y était également. Il est un panel dans lequel il était. Je pense que vous avez eu à intervenir dans ce panel-là. Je ne sais pas, je pense qu'on a des extraits. On va les passer et voir après ce qu'on va dire dessus. C'est pas Cécile aujourd'hui, c'est Lai d'Exprès. My name is... You can just speak directly into the mic, please. Okay. My name is Bousso Dramé. I'm a global shaper from Dakar, Senegal. And I have a question for the panelists. There's a growing sense of interest from foreign investors in Africa, which is now presented as the new El Dorado. Yet it's very clear that these investors are not motivated by sheer altruism. So how do we as Africans ensure that we cater to our own interests and use this foreign direct investment and leverage private sector as a platform for sustainable economic and social growth? Thank you. Any takers on the panel? Yeah. President Mahama? Yes, foreign investment is important, but growing the domestic private sector is also important. And so in the past, we were used to giving incentives to foreign investors to come and invest. Donc on a vu que vous aviez posé une question assez pertinente par rapport au rôle des investisseurs. Comment nous, on se défend par rapport aux investisseurs qui c'est vrai,
eux, ils viennent pour gérer leur business, ils n'ont pas à avoir d'état d'âme. C'est à nos gouvernants d'essayer de mettre des garde-fous. On ne l'a pas peut-être vu sur l'élément, il y a une dame qui a un peu parlé du cas du Ghana et qui disait qu'au Ghana, les gens mettaient bien des garde-fous et dans les contrats, c'était bien stipulé. On voit, nous, au Sénégal, que ce n'est pas le cas trop. Par rapport aux mines, on voit ce qui se passe. Parfois, des gens ont des exonérations sur beaucoup d'années et qui ne payent pas d'impôts. Comment vous voyez ça, vous? Tout à fait. Moi, je pense que déjà, le premier pas, c'est d'être conscient du fait que ces investisseurs qui viennent en Afrique, qui présentent l'Afrique comme un Eldorado, parce qu'il faut que nous essayons de nous remettre dans le contexte historique. Jusque dans les années 2000, l'Afrique était présentée comme un continent perdu. Et pour moi, il y a deux images qui symbolisent cette réalité. En 2001, vous avez The Economist qui titrait, qui barrait la une d'une de ses éditions en mai et qui disait « Africa, the hopeless continent ». Donc l'Afrique, le continent sans espoir. Et puis 10 ans après, en 2011, le même hebdomadaire titre « Africa Rising ». Donc l'Afrique émergente, le continent de demain. Et je pense que c'est une réalité qui, pour moi, en fait, est frappante à deux niveaux. Déjà, en tant qu'Africain, je me pose la question de savoir pourquoi le registre discursif autour de l'Afrique, nous laissons les Occidentaux le définir pour nous. Pourquoi c'est à eux de définir notre champ sémantique? Vous êtes un continent d'espoir, hier vous étiez un continent sans espoir, c'est eux qui disent que nous sommes un Eldorado, etc. Donc je pense qu'il est important que l'Afrique s'approprie ses propres concepts, s'approprie son développement. Donc déjà, c'est une première prise de conscience, ne pas tomber dans l'angélisme, de se dire les puissances occidentales nous regardent d'un œil nouveau. Peu importe, soyons ceux qui définissons pour nous-mêmes ce que nous voulons être, comment nous voulons être perçus par le reste du monde. Dès qu'on parle d'Afrique, Kémy est très intéressée. Si je peux juste terminer. Et par rapport à la question que vous avez posée, le secteur minier, et je dirais que c'est une question qui ne vaut pas seulement d'ailleurs pour le secteur minier. Regardez le pillage de nos ressources halieutiques. C'est extrêmement grave ce qui se passe aujourd'hui, ces accords de pêche qui ont été noués dans le dos des Sénégalais par nos dirigeants. Regardez la souffrance des familles désargentées pour qui le poisson est la denrée de base en fait. Aujourd'hui, vous allez dans les étals des marchés sénégalais, la sardinelle qui s'échangeait à 100 francs il y a 5 ans, vous ne le trouvez pas à moins de 250, 300 francs. Et à ce rythme, c'est les générations futures qui ne sauront même plus quel est le goût du poisson, du yard, du mérou rose, etc. Et il en va de même pour la spoliation de nos terres. C'est vrai qu'il faut se développer. Il est vrai également qu'il faut que nous puissions atteindre l'autosuffisance alimentaire et l'agribusiness a un rôle à jouer. Mais il faut également que les populations soient associées pleinement dans cet effort et que les populations puissent aussi bénéficier des retombées en termes d'emploi, en termes de ressources financières et que cette manne d'investissement qui arrive puisse bénéficier et transformer les communautés. Vous parlez de spoliation des terres, on en parlera tout à l'heure par rapport au mur qui se dresse sur la corniche. Je pense que vous faites partie du collectif voilà, qui est contre l'érection du mur. Je ne sais pas, on commence par Kémy ou Nina. Si Aline me laisse le choix, je laisserai à Kémy. Voilà, vas-y, Kémy. Moi, je dis toujours honneur aux femmes, donc c'est comme tu veux. Donc, Nina, tu y vas, là. Merci, Aline. Merci à Bousso. Et tous nos encouragements et toutes nos félicitations pour l'engagement et pour ce travail qu'elle commence, que vous commencez, mais que nous estimons qu'il est un travail de longue haleine. Ce n'est pas seulement un travail d'un an, de 2 ans, c'est peut-être dans 30 ans encore, il faudra qu'on continue à faire en sorte que l'Afrique ne soit pas ce que les autres pensent qu'elle est, mais que l'Afrique soit ce que nous voulons qu'elle soit. Et quand je parle de nous, je parle des jeunes, parce que nous en sommes à un stade où les générations qui sont aujourd'hui les générations qui dirigent le continent, pas en majorité, mais en grande partie, nous savons que c'est des gens qui ont moins de 60 ans, donc qui n'ont pas vécu forcément ce que c'est les indépendances. Et moi, je commencerai par ça en disant que c'est vrai qu'on parle de réunir des jeunes Africains pour qu'ils puissent, à leur niveau, avoir un autre comportement qui puisse nous permettre à nous d'être dans cette Afrique émergente dont on parle. Mais est-ce que quand on parle de cette Afrique émergente que l'Occident définit, nous nous disons que derrière, nous avons ce qui fait de nous une Afrique riche
de beaucoup de choses, mais nous ne nous rendons pas compte de ce que nous avons comme richesse, de ce que nous avons comme potentialité. Et est-ce que réellement les jeunes Africains sont poussés par leurs dirigeants, par des leaders comme toi, par des leaders comme Thioro dans son école et par des gens comme Alioune Ndiaye qui anime une émission comme Le Grand Rendez-vous, à dire aux jeunes Africains, écoutez, la richesse, c'est vous. La richesse du monde, c'est vous. L'avenir du monde, c'est vous. Ce n'est pas l'Occident qui doit définir forcément les rôles et les termes, mais c'est à nous de nous imposer comment on le fait. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, que les jeunes Africains sont toujours dans l'afropessimisme parce qu'ils veulent puiser de l'autre côté. Ce n'est pas forcément nous enfermer et nous dire que c'est nous seuls qui devons faire les choses. Mais nous avons une grande partie à jouer, un rôle important à jouer dans ce que nous voulons faire. Et ça veut dire qu'il faut que nous soyons beaucoup plus engagés, beaucoup plus forts dans toutes nos décisions et dans le développement de notre continent. C'est à nous de le faire. Personne ne le fera à notre place. Ça, c'est le message par rapport au Global Shapers. J'en viendrai maintenant à cette bataille que nous menons actuellement. Je sais que vous y êtes, d'autres personnes, même si elles ne sont pas engagées dans les marches et dans tout ce qui se fait actuellement. C'est ce mur de la honte qui est érigé déjà sur la corniche. On peut en parler après. Mais on en parle après, donc je laisse Bousso réagir et on en reviendra tout à l'heure. D'accord, ça marche. Déjà, je vous remercie pour ce très beau plaidoyer que vous venez de faire, Nina, sur l'importance d'associer les jeunes aux affaires de la cité et surtout le rôle que les jeunes peuvent et doivent jouer dans l'émergence d'une Afrique différente. Et je suis vraiment d'accord avec vous à 100% que tout commence dans l'esprit. C'est-à-dire en fait que vous faites un constat qui est très juste, c'est que les jeunes Africains aujourd'hui sont dans une forme de rapport d'idéalisation vis-à-vis de l'Occident. Et je pense qu'il y a une distinction très nette qu'il faut faire entre exhiber les attributs de la modernité, dont utiliser un téléphone portable, être sur les réseaux sociaux, parler plusieurs langues, interagir avec l'Occident et s'acculturer. Et il est tout à fait possible pour nous d'exhiber ces attributs de modernité tout en étant profondément africains, attachés profondément aux valeurs progressistes de notre culture. Nous en avons qui sont effectivement probablement à revoir dans le cadre d'une concertation sur les aspects peut-être à mettre de côté parce que chaque culture a des aspects régressifs et progressifs. Mais en tout cas, nous attacher aux aspects progressifs de notre culture, assumer notre identité africaine pleinement et redéfinir les termes de notre relation avec le reste du monde. C'est-à-dire, je suis africain, je suis noir, je porte un passif qui est lourd. Historiquement, l'esclavage, la colonisation, la néocolonisation, tous ces préjugés qui ont cours sur l'Afrique, mais que cela ne m'empêche pas d'avoir confiance en moi en tant qu'Africain et d'être convaincu que j'ai un message fort à apporter dans le dialogue interculturel. Et nous avons une perspective africaine qui est unique, qui peut enrichir le monde. J'ai un exemple tout simple, c'est la médecine traditionnelle africaine. Tellement de richesses. Et j'ai beaucoup apprécié l'émission de la semaine dernière de M. Jacques Diop. Et c'est ce genre de... La médecine traditionnelle, entre autres, doit être valorisée. Les aspects de notre culture. Regardez le rapport quasiment mystique que les Africains entretiennent avec la mère nature. Regardez ce rapport quasiment ontologique à la terre, à l'autre, le Ubuntu sud-africain que nous appelons Teranga sénégalaise ici. C'est des valeurs que l'Occident est en train de rechercher. L'Occident essaie de retourner à ce genre de valeurs. Nous les avons en nous et nous sommes en train de les laisser petit à petit pour adopter les contre-valeurs d'autrui. Donc, c'est dire qu'en fait, nous avons cette richesse. Il faut que nous en soyons conscients. Et aussi, par rapport à la jeunesse, je suis absolument d'accord que la jeunesse, c'est l'avenir de ce continent. Regardons juste les chiffres. Aujourd'hui, au Sénégal, les plus de 65 ans font seulement 5% de la population. Regardons un petit peu l'élite politique sénégalaise aujourd'hui. C'est des cheveux grisonnants et nous les respectons et nous apprécions énormément leur contribution. Effectivement, c'est un premier pas qu'il faut saluer, mais et nous leur souhaitons à tous une très longue vie, qu'ils puissent accompagner cette génération qui est en train d'émerger. Mais il est aussi temps d'associer pleinement les jeunes dans les affaires de la cité. Parce que quand nous arriverons en 2050, l'Afrique sera le deuxième pôle humain
au monde. Nous sommes actuellement 1 milliard d'Africains. En 2050, nous en serons 2. 2 milliards d'Africains, donc deuxième pôle humain au monde après le complexe indo-chinois qui en fera 3. 2 milliards d'habitants, c'est une puissance extraordinaire. Nous allons être une superpuissance. Et être une superpuissance, c'est les jeunes vont avoir un rôle important. Regardez juste les plus de 20 ans. En 2050, ils feront plus de 40% de la population. Les moins de 20 ans, excusez-moi. Donc c'est dire qu'il faut conscientiser cette jeunesse maintenant, qu'elle soit consciente des enjeux et la former, l'outiller pour qu'elle puisse aussi occuper pleinement le rôle qui est le sien à l'avenir. Bonsoir Bousso. Bonsoir. On est vraiment ravis de te recevoir ce soir sur ce plateau. Et comme tu le disais tantôt, hein, permets-moi de te tutoyer. Donc tu reviens du prestigieux sommet de Davos qui a vu cette année la participation de Marissa Mayer de Yahoo. Il n'y a pas eu Mark Zuckerberg, mais il y a sa sœur qui était là, Randy. Il y a eu Bill Gates, Matt Damon, Bono, Aliko Dangote, Bousso Dramé, donc que de grandes personnalités. Mais moi, mon problème, c'est que par rapport à ton cursus, par rapport aux idéaux que tu développes, moi, je m'attendais plus à te voir au Forum social mondial. Voilà, au Forum social mondial avec les altermondialistes, plus qu'au Forum économique avec les impérialistes, avec la mondialisation. Donc, ce que je voulais te poser, est-ce que c'est une stratégie? Parce que tu te dis qu'on peut plus faire bouger les choses de l'intérieur au lieu d'être de l'autre côté à manifester et à jeter des pierres, ou bien tu as mis un peu d'eau dans ton vin? Alors, c'est ni l'un ni l'autre. Hein, et je vais vous faire une réponse à la normande. Effectivement, ni l'un ni l'autre, parce que le fait que nous ayons ces prises de position ne peut en aucune manière être altéré par notre participation au Forum économique mondial de Davos. Comme je disais tout à l'heure, Davos, c'est un lieu où se retrouvent des personnes avec des sensibilités diverses. Donc j'y ai croisé un moine, nous y avons croisé, nous tous d'ailleurs, un moine bouddhiste du nom de Mathieu Ricard, qui développe des idées totalement aux antipodes du président de JP Morgan Chase, qui lui est vraiment dans le cénacle de la haute finance. Et voilà, donc c'est pour montrer en fait que Davos, c'est un lieu d'échange, et être à Davos n'altère en rien les positions que nous avons. Au contraire même, ça peut être une plateforme privilégiée pour faire passer ce genre de message. Parce que ce qui se passe à Davos, ce n'est pas un sommet où se prennent des décisions qui radicalement vont changer la face du monde. C'est un lieu de rencontre, c'est un think tank d'échange d'idées. Mais arriver à cet endroit et faire entendre un autre son de cloche sur l'Afrique, c'est important. Pouvoir changer, un temps soit peu, hein, parce que je pense que chaque pas que l'on pose est important. Il ne faut négliger aucun effort. Pouvoir changer un temps soit peu les perceptions qui ont cours au sujet de l'Afrique au sein de ces cercles, c'est un pas qu'il ne faut pas négliger. Troisièmement, participer au Forum économique mondial de Davos, c'est aussi l'occasion de comprendre les règles du jeu du système capitaliste, parce que nous le voulions ou non, nous en sommes partis, nous en faisons partie. Nous sommes un élément, l'Afrique, le Sénégal, de ce système capitaliste. Donc, comprendre les règles du jeu, comprendre les tendances à venir pour mieux savoir nous positionner par rapport à ces puissances occidentales, par rapport à nos impératifs de développement. Donc, j'estime qu'il vaut mieux construire en étant assis à la table de ces leaders, construire en apportant une contribution concrète, plutôt que de critiquer, de jeter la pierre et de dire il faudrait. Effectivement, il faudrait, mais essayons concrètement de poser des pas là où c'est possible. Mais tu as décrit Davos comme un think tank géant, mais est-ce que tu ne penses pas plutôt que ce serait un outil à la solde de la mondialisation pour un peu imposer aux leaders actuels la démarche à suivre et essayer aussi de formater les leaders de demain pour qu'ils aillent dans le sens des idées qu'ils développent? Alors, ce que vous dites, c'est une thèse qui circule pas mal au sujet de Davos. Et je vais vous dire, il y a 3 ou 4 critiques fondamentales qui sont faites au sujet de Davos, celles que vous venez de dire. Ensuite, l'idée selon laquelle Davos, ce serait une sorte de talk shop, un endroit où on se retrouve pour parler pendant des heures, sans qu'il ne s'en suive aucun résultat immédiat. Ça, c'est moins dangereux que... Davos serait, par exemple, la rencontre de personnes élitistes qui pensent de manière assez prétentieuse du haut de leur tour d'ivoire changer le monde. Moi, ce que je vous répondrais, c'est que, de toute manière, le monde tel qu'il est
nous évoluons, tous les pays actuellement évoluent plus ou moins dans un système capitaliste, à l'exception de Cuba et de la Corée du Nord. Donc le système capitaliste, il est là, c'est un système qui s'est imposé. Il y a des raisons historiques, si le temps le permet, peut-être on pourrait revenir dessus, mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système capitaliste. Non, c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est un être à Davos, est-ce que ça veut dire forcément faire l'apologie du capitalisme? Pas forcément, et je dirais non en ce qui me concerne. Parce que ce que je veux dire, c'est qu'on n'échappe pas au capitalisme. Vous êtes vous-même un fruit du capitalisme. Vos lunettes n'ont pas été faites à Dakar, vous les avez commandées à l'étranger. Le matériel qui permet de tourner cette émission a été financé très probablement par des fonds venant de banques. Le matériel n'a pas été fait au Sénégal. Donc nous sommes dans un monde d'échange. Je pense que le plus important... Il y a du matériel fait ici. Aussi. Ah, ce serait... J'espère que nous aurons encore plus de matériel Bien que la table a été faite. Je parlais de l'audiovisuel, en fait, les produits à haute valeur ajoutée. Mais ce qui est dangereux, au fait, c'est que, comme vous venez de le dire, les Global Shapers, le créateur, celui qui a créé le concept, il s'est un peu inspiré des jeunes qui ont créé les révolutions dans les pays arabes, le printemps arabe, tout ça. Mais je veux dire que ces révolutions, mais c'est un désastre pour ces pays. Toi, tu en sais quelque chose. Peut-être qu'eux, de leur côté, ils pensent que c'est des révolutions qui ont permis d'améliorer les... Mais ça a créé le chaos en Égypte, ça a créé le chaos en Tunisie. Donc, je pense que c'est des jeunes qui ont été instrumentalisés par des puissances étrangères pour essayer d'imposer le capitalisme et le aider dans ces pays. Alors déjà, juste si vous permettez une petite précision. Donc je n'ai pas dit que le monsieur professeur Chouab, qui est à l'origine du concept de Global Shapers, s'est inspiré des révolutions arabes dans le sens de dire qu'il voudrait les voir se propager à l'échelle de l'Afrique. Non, ce que je veux dire, c'est que le constat, c'est de se dire que les jeunes dans ces pays ont été moteurs d'un changement radical. Comment utiliser cette énergie de la jeunesse, non pas dans le sens... alors vous me direz, pour vous, les révolutions sont destructrices, non pas dans le sens alors de la destruction, mais pour construire de meilleures sociétés, pour construire des sociétés plus inclusives. Donc c'est vraiment l'idée à la base. Maintenant, pour répondre à cette question, est-ce que les Global Shapers, ce ne serait pas une sorte des shapers qui ont été déjà shapers. Alors en fait, je vais vous répondre. Pour ce qui est du Hub de Dakar, en tout cas, que nous avons l'honneur de coordonner, nous avons été extrêmement clairs sur le fait que, certes, l'idée de Global Shapers vient du Forum économique mondial, mais nous nous gérons de manière autonome, avec nos propres règles de fonctionnement, et en mettant en avant des principes qui nous paraissent inaliénables, c'est-à-dire le patriotisme. Nous prenons avec nous dans ce chemin des jeunes qui sont patriotes, qui aiment profondément leur pays, des jeunes qui ont une valeur ajoutée par rapport à la société, donc des jeunes qui, dans leur cursus, que ce soit académique, professionnel, civique, ont eu à mettre en place un projet d'envergure pour la société ou qui ont eu un impact positif pour la société. L'autre garde-fou que nous avons mis, et c'est d'ailleurs une excellente chose, puisque le WEF s'est assuré que nous puissions être totalement autonomes financièrement, et je vous garantis que le plus petit franc qui alimente le Hub de Dakar, nous y contribuons tous à titre individuel, nous sollicitons des personnes dans notre entourage, nous cherchons des sponsors. Et vous savez, quand vous avez l'indépendance financière, vous avez l'indépendance des idées, on ne peut pas vous manipuler. Donc, d'accord que le concept vient du Forum économique mondial, mais nous en faisons ce que nous voulons à l'échelle locale. Et ça, c'est une garantie. Vous dirigez le Hub de Dakar, le Hub de Dakar, et que le président d'honneur, je pense, c'est M. Mamadou Lamine Loum, d'ailleurs un grand patriote, et je pense que son engagement au service de la nation ne souffre d'aucun doute. Et si M. Loum a estimé nécessaire de nous accompagner dans ce projet, c'est parce qu'il voit l'impact et le potentiel de transformation qu'il peut avoir pour le pays. Bonsoir, j'allais dire bonsoir ma sista, j'ai cru que j'étais dans la rue. Bonsoir ma sœur. Bonsoir Kémy. C'est vraiment, je ne veux pas le redire, je le dis tout le temps, mais là c'est encore plus vrai, je pense, qu'à bon nombre d'occasions précédentes. C'est un honneur, un plaisir de te rencontrer. Merci, pareillement. De t'entendre aussi, parce que je te suivais comme beaucoup de gens de loin, à travers un événement que tu n'aimes pas rappeler, mais qui a permis au moins de te révéler aux yeux du grand public, et pas seulement sénégalais. En l'occurrence, ta lettre de contestation vis-à-vis du consul français par rapport à leur attitude vexatoire en direction de bon nombre d'Africains. Je t'ai écouté attentivement, je te suis attentivement. Et d'emblée, je pense qu'il est nécessaire de placer comme postulat de réflexion une réalité qui, à mon sens, est inaliénable.
Moi, je fais partie de ceux qui croient profondément en ta sincérité. Tu l'as prouvé encore à cette occasion ce soir. Tous les éléments que tu as énoncés, à part celui qui fait partie des pervers intellectuels et qui voudrait voir le mal dans le bien, et c'est le cas d'aucun d'entre nous, hein, qu'on soit très clair. Non, ce que je vois, il s'est retourné. Non, je parlais pas de toi. Il m'a menacé derrière ses lunettes. Non, je parle absolument pas de toi, frangin. Il est évident que tu es armé d'une réflexion qui va dans le sens de l'indépendance des nôtres. Et donc, la discussion que j'aimerais qu'on ait ne va pas aller dans le cadre d'une confrontation entre Bousso et Kémy par rapport. C'est absolument pas ma démarche, parce que je me considère comme ton frère et je te considère comme ma sœur sur ce terrain de l'indépendance. Et son allié. Et son allié, sur le terrain de la défense des intérêts des Africains. Donc ça, c'est définitif et je veux que tu l'entendes parfaitement. J'aimerais par contre te soumettre des inquiétudes que j'ai. C'est des inquiétudes que j'ai depuis un certain temps lorsque je constate la complexité des questions africaines, la complexité de ce système mondialiste qui est en train aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, tu l'as très bien dit, on le voit ne serait-ce qu'à travers ce plateau. Nous autres, nous tous, on va tous voir des éléments qui font partie de ce grand mal que nous diabolisons. Hein. Et lorsqu'on est en nos lumières, on oublie ce mal-là en réalité parce qu'on s'y fourvoie parfois dedans. Un grand mal qui fait que là où on voulait dans une doctrine, une démarche manichéiste, en disant qu'il y a le bien d'un côté, le mal de l'autre, on se rend compte qu'aujourd'hui le mal se drape du manteau du bien, d'accord, ou du drap du bien, et le bien parfois, sans s'en rendre compte, s'insère dans le paradigme du mal. La stratégie antérieure des oligarques, des mondialistes, et des agents du nouvel ordre mondial était une stratégie de chaos, de confrontation violente, systémique, systématique à l'échelle du continent africain et à l'échelle des populations qui se réunissaient à l'époque de la conférence de Bandung pour dire non à l'impérialisme de manière générale. Aujourd'hui, leur stratégie a changé. Tout ce que je te dis, tu le sais aussi bien que moi. Je fais juste une petite mise à jour pour les téléspectateurs qui pourraient nous observer pour qu'on puisse arriver à la chute de la réflexion. Leur stratégie a changé. Et c'est pour ça que je dis que ce sont des génies, quelque part, de la guerre, ces derniers. Ils ont compris que, plutôt que d'imposer un schéma d'idées à des esprits libres, des esprits qui aspirent à la dignité, des esprits qui aspirent à la libération de l'esprit, de la réflexion et autres, il vaut mieux les accompagner. Il vaut mieux les accompagner, les orienter, parfois même les encourager, en disant que vous êtes les meilleurs dans ce que vous faites. On croit en vous, vous êtes dans le développement. Tu l'as très bien dit tout à l'heure, et je ne pourrais le dire aussi bien que toi. On ne doit pas laisser d'autres personnes fixer les titres de l'agenda de notre réalité. Quand il disait Afrique, un continent sans espoir, pendant qu'il disait sans espoir, c'était avec espoir pour eux, puisqu'ils pillaient nos richesses depuis un certain temps, on le sait, par rapport à ça. Donc, tu le sais au moins aussi bien que moi, si ce n'est plus. Donc le débat ne se situe pas là. Mais le débat se situe sur le fait que tu nous as parlé tout à l'heure de quelqu'un comme Klaus Schwab, qui n'est pas c'est-à-dire que ce n'est pas ton gourou, ce n'est pas ton guide idéologique, et je le dis et je le répète, je connais, et je n'en doute en aucun cas, de ton indépendance d'esprit. Malheureusement, quand des personnes comme cet individu parlent des révolutions arabes, quand des personnes comme George Soros, que tu connais aussi, parlent de ce qui se passe en Ukraine, où le peuple aspire à la démocratie, l'impérialisme a compris qu'il doit être le plus grand vigile de ce peuple qui souffre. Plutôt que de se placer en une force qui va essayer de les noyer, il va dire « on est avec toi, on veut les droits de l'homme, on est avec toi, on veut avancer, on te caresse les cheveux, on fait tout ce qui en... » C'est leur stratégie, c'est ce qui se passe en Ukraine. Ceux qui résistent, ce sont, à travers la Crimée, annexés vis-à-vis de notre ami, enfin en tout cas c'est le mien, Monsieur Poutine, bien qu'on puisse avoir des désaccords sur bon nombre de sujets. Et pour revenir à toi, Bousso, quand tu vois aujourd'hui, par exemple, qu'il y a le schéma qu'on appelle l'altermondialisme, le mondialisme, est-ce que tu n'as pas la sensation, je m'interroge et je veux qu'on s'interroge au pluriel, toi et moi, si tu le permets, est-ce que tu n'as pas la sensation que quelque part, ils ont placé un bloc qui est censé être un bloc d'opposition, l'altermondialisme, au mondialisme, alors qu'en réalité, un petit peu comme les démocrates et les républicains aux États-Unis, ou l'UMP et le PS en France, ce sont deux facettes d'une même médaille. Il y a des gens qu'on ne verra jamais être invités par les Steve Jobs et autres. Quand tu vas aller regarder en Iran, quand tu vas aller regarder à Cuba,
quand tu vas aller regarder en Biélorussie, quand tu vas voir aujourd'hui les proches, je parle des conseillers numéro 1 de Maduro, il y a des gens qui sont très mal vus, même quand ils veulent venir à Davos. Tu comprends ce que je veux dire? Quel est ton regard sur cette réalité-là? Et est-ce que tu ne penses pas qu'au final, quelque part, l'altermondialiste est, je dirais, un système qui a été mis en place par même des gens qu'on pense vouloir combattre, concrètement? Alors je pense que, merci déjà pour... Je te remercie vraiment de l'écoute, ma sœur. C'est normal, c'est normal. Merci pour les contributions que vous faites. Pour quelqu'un qui vous suit depuis longtemps, on ne saurait douter de la véracité, la sincérité de votre combat. Vous avez fait preuve d'un grand courage durant votre parcours en France. Et vos contributions sont appréciées dans le champ de l'optimisme et de l'afro-optimisme plutôt, et du panafricanisme. Donc ce que je voulais dire, c'est que ce que vous décrivez, en fait, la question que vous posez, c'est une question extrêmement pertinente, extrêmement importante, et qui est le fruit de débats intenses. Des livres sont produits dessus, la théorie du complot, on en parle beaucoup. Hein. Mais je pense que, personnellement, ce que je constate, et je pense que vous venez d'en faire le constat, c'est que on est dans un monde aujourd'hui où il y a un système qui s'est imposé pour des raisons historiques, c'est le capitalisme. L'oligarchie, alors vous appelez ça l'oligarchie mondialiste, je crois. Voilà. Alors, est-ce que... Il y a des synonymes. Effectivement. Donc c'est une oligarchie, alors aucune oligarchie n'est bonne, hein, que ce soit une oligarchie religieuse, politique, etc. Donc le fait est là. Maintenant la question c'est comment est-ce qu'il faudrait nous contenter de jeter la pierre et de dire d'accord, il y a les mondialistes d'un côté, les altermondialistes de l'autre. Moi je pense que... Je ne veux pas te couper, oui. Ça c'est très impoli. Justement, il y a ces deux facettes-là, mais il y a un autre front dont on parle très peu, mais qui est aujourd'hui le plus craint par justement cette structure mondialiste et capitaliste, c'est les non-alignés. Merci Alioune, c'est les anti-mondialistes. C'est ceux qui pensent que le mondialisme, par essence, est un cancer pour les populations parce qu'il veut uniformiser des peuples qui, par définition, et c'est écrit dans les livres sacrés, c'est-à-dire que l'autorité suprême a dit qu'il a créé les peuples de différentes couleurs, de différentes ethnies pour qu'ils puissent s'entreconnaître. S'il voulait, il aurait pu nous faire uniques. Mais ces gens-là ont comme projet de nous uniformiser sur le terrain de la sexualité. On voit aujourd'hui avec la théorie du genre en Occident, nous uniformiser sur le terrain de la monnaie, on le sait, nous uniformiser sur le terrain du schéma de ce qu'on appelle la démocratie. Qui a dit que la démocratie, aujourd'hui, au XXIe siècle, et même avant, est le meilleur système qui existe sur la Terre? Hitler est né, Hitler est né à travers la démocratie, d'autres sont nés à travers la démocratie, on a été colonisé sous forme démocratique. Quand je vois la Grèce antique et leur schéma de pensée où c'était des pédophiles pour la plupart, sans faire de l'anti-occidentalisme primaire, ça serait ridicule, mais qui avaient des valeurs qui ne sont pas les nôtres et qui nous présentent ça comme le schéma ultime, je veux dire que là on est dans un schéma qui est le mondialisme et qui ne nous intéresse pas forcément. Et je sais, pour t'avoir écouté, que tu vas dans ce sens-là. Mais l'inquiétude que j'ai pour préciser ma question, c'est: est-ce que tu ne penses pas que le rôle de personnes comme toi, comme moi, comme Alioune, comme nous tous ici autour de cette table, c'est partout où on est, de faire la publicité, de rappeler qu'il y a des gens qui ne sont ni pour le mondialisme, ni pour un altermondialisme, mais qui sont contre le mondialisme sous sa forme la plus comment dirais-je, caractérisée, la plus pure en tant que telle. Aujourd'hui, il y a des personnes qui s'opposent à ce schéma, qui s'opposent à cette réflexion et qui proposent. Je n'ai pas envie de dire où est-ce que j'étais il n'y a pas longtemps, mais j'ai rencontré des personnes, des responsables politiques, des Vénézuéliens, El Sorinina. Non, mais je le dis, c'est pas un secret. On a vu des résistants à différents endroits qui sont diabolisés, qui sont ostracisés. Parce que justement, j'étais clairement avec des représentants vénézuéliens, des Cubains, récemment à une conférence anti-impérialiste en Iran. D'accord ? J'étais là-bas parce que ce pays préside aujourd'hui le mouvement des non-alignés. Ce pays, par Israël, par les États-Unis, par l'Union européenne, est diabolisé de manière hystérique. Ce pays est considéré comme la nation qui menace l'humanité. Il ne menace pas l'humanité, il menace le monopole de pensée d'une autorité vis-à-vis des peuples opprimés. Je ne suis pas dans l'angélisme. J'ai fait une conférence là-bas auprès des Africains à Rome, en Iran.
Et je dis que le racisme existe là-bas et il faut le dire aussi avec fermeté. Il n'y a pas d'angélisme et je te rejoins sur ce fait. Mais je me pose la question, comme il y avait des conseillers de Maduro dont je ne veux pas citer forcément le nom qui étaient présents, Maduro qui traverse une crise énorme au Venezuela par rapport à ces stratégies du chaos, du désordre mondial que l'on connaît, d'accord? Des personnes, des Biélorusses étaient là, des Zimbabwéens étaient là, d'accord? Des Boliviens étaient là et nous tous on avait comme vision de se dire comment se fait-il qu'on vit dans un monde où ceux qui aspirent à être, comme tu le dis, ceux qui veulent vraiment être, sont diabolisés, sont considérés comme le cancer de l'humanité. Et quand on devient compatible avec le monopole de leur pensée, on devient accepté. Des gens comme toi, tu as la force, nous l'avons tous ici, mais tu l'as plus que jamais, tu es une personne à laquelle je crois, tu as et je le dis avec la plus profonde sincérité, et qu'on soit vraiment très clair, je pense qu'on a ce devoir de rappeler que la lutte des non-alignés de nos aînés ne doit pas tomber en désuétude. La lutte des non-alignés de nos aînés, ce n'est pas dire on ne doit parler avec personne, on ne doit pas tomber on ne doit pas s'auto-ostraciser. Ça serait une caricature. Et c'est pour ça que je comprends quand tu dis que tu vas là-bas, ça ne change rien à ta méthode, ça ne change rien à ton discours quand tu vas au Forum mondial. Je comprends et j'ai envie de dire, limite, en ce qui me concerne, tu n'as pas besoin de développer parce que je sais où est-ce que tu vas aller. Mais je dis que les gens qui ont vu quand tu t'es rebellé, entre guillemets, contre le mépris de ces personnes-là, de ces élites-là occidentales, ces gens-là se sont dit, plutôt que de l'écraser, on va essayer de voir comment on peut l'entourer. Et le message que je te lance, c'est vraiment le message de quelqu'un qui, parce qu'il t'aime avec une je ne vais pas faire une déclaration d'amour là, je suis marié, hein. Donc je ne vais pas en faire une, hein, mais c'est parce que je t'aime sincèrement comme un frère, comme ça il n'y aura pas de divorce à la fin de l'émission. Hein. Je te dis vraiment que cette inquiétude, je l'ai pour toi, je l'ai pour des tas d'autres gens. Fais attention. Et il faut la laisser répondre aussi. Voilà, excuse-moi, voilà, fais attention aux forces qui sont autour de toi. Tu m'excuses par la passion que j'ai. Souvent, quand je parle des gens que j'aime, voilà. Non, je comprends parce que je fais preuve de la même passion lorsque des causes me touchent profondément. Et je vous remercie pour la sollicitude dont vous faites preuve à mon égard. C'est vraiment gentil. Mais je pense que, par rapport, juste une petite correction par rapport à la chronologie des événements, j'ai intégré le programme des Global Shapers en janvier 2013. Et cet épisode, le concours d'orthographe s'est déroulé en avril 2013. Le prix nous a été... C'était avant, donc j'ai été Global Shaper avant. Donc je ne pense pas qu'il s'est agi d'une tentative de manipulation, mais le problème que vous posez est tout à fait pertinent. Et je pense qu'en fait, le combat en fait, se mène à plusieurs niveaux. Ce que vous faites, ce que Alioune fait, ce que nous faisons dans notre sphère individuelle, que nous allons porter à l'échelle, dans la sphère civique, dans notre vie professionnelle, et pour certains dans la sphère politique, etc., je pense qu'il est important que des personnes qui sont un peu comme des éclaireurs dans cette société portent le message. Donc il est extrêmement important de mettre l'accent sur la sensibilisation, sur l'éducation des masses par rapport à ce monde dans lequel nous évoluons. Par contre, moi j'aurais un propos un peu plus nuancé dans un sens. Alors ce mondialisme que vous décriez, il n'est pas seulement synonyme de souffrance, synonyme de déperdition pour les cultures africaines et les cultures des pays en développement. Regardez ce qui se passe dans le Nord, regardez ce qui se passe dans les pays occidentaux. Aujourd'hui, en France, en Europe, c'est la crise. Et c'est la crise, pourquoi? Parce que vous dites le mondialisme, moi je dis la mondialisation. Moi je différencie mondialisation de mondialisme justement. D'accord. La mondialisation est un phénomène naturel qui touche l'humanité dans son ensemble et qui permet le rapprochement des peuples dans le cadre de l'interdialogue en tant que tel. Alors que le mondialisme, comme tous les termes en isme la plupart du temps, est une dégénérescence d'un processus naturel qui va dans le sens de déréguler les comportements de l'humanité. Et ça, c'est pas une théorie de Kémy Séba. Genre, je peux citer Thierry Messant, je peux citer des tas d'autres gens qui sont encore plus spécialistes de cette question et qui ont autorité morale, on va dire, sur cette réflexion, selon mon propre paradigme. Mais je t'écoute, vas-y. D'accord. Donc pour dire que dans ces pays occidentaux, les pays du Nord, la crise a frappé. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a une certaine méfiance par rapport à la mondialisation qui est synonyme de dérégulation, qui est synonyme de défragmentation, qui est synonyme également de délocalisation. Il y a un dumping social qui se fait au profit des pays de l'Asie. Et cette souffrance que nous partageons, elle est la même dans ces pays-là. Donc on a le sentiment aujourd'hui que l'avancée technologique est en train de remplacer les hommes, puisqu'aujourd'hui un robot, un ordinateur peut vous abattre le travail de 10 pays. Donc c'est une angoisse qui est légitime. Le capitalisme, dans son essence, est en train également, contient les germes de son autodestruction si une réflexion en profondeur n'est pas menée. Qu'est-ce qui a conduit aujourd'hui à cette crise?
c'est le désir de close the deal. Et ça se passe de manière cyclique. On voit Tout que à fait. le capitalisme, de manière cyclique, tous les 40 ans, se réinvente. Exactement, non, se réinvente. mais de s'écrouler aussi. De s'écrouler. Donc, ce que je veux dire, c'est que le capitalisme, c'est un système qui a été créé par des hommes. Et comme toute construction humaine, n'est pas forcément appelé à durer ad vitam aeternam. Peut-être qu'un système meilleur sera inventé. De toute façon, les réflexions se mènent en ce moment sur peut-être quelle nouvelle forme de capitalisme. Est-ce qu'il faut que le capitalisme se réinvente ? Étant donné que nous constatons tous que dans sa forme actuelle, il est plus source de problèmes que de solutions, alors qu'à l'origine, c'était vraiment pour résoudre une situation, le monde passé d'une situation d'agriculture de subsistance à une économie industrialisée, avec le salariat, le profit qui devenait le moteur de l'économie. Il fallait réguler tout cela, donc création de banques, de compagnies d'assurance. Donc c'était la réponse à des éléments posés par un contexte historique précis. Peut-être que le contexte historique à inventer demain fera qu'un système alternatif voit le jour. Il suffit aujourd'hui que les pays producteurs de pétrole décident de ne plus utiliser le dollar comme monnaie pour que le système s'écroule complètement. Donc c'est pour dire qu'en fait, je ne suis pas tant inquiétée que cela par l'avenir du capitalisme. J'estime que les divergences en son sein dans ces sociétés, les divergences manifestées par des personnalités comme vous, comme nous qui essayons de nous battre, cet échange d'idées nourrira la réflexion. Et le capitalisme, à mon avis, comme toute construction humaine, encore une fois, peut s'écrouler et le fera si c'est le... Je sais que le débat est très intéressant. On pourra pas faire le tour. Non, mais parce qu'il faut vraiment qu'on passe parce que déjà, on en parlait tout à l'heure, il y a une autre actualité qui vous intéresse, c'est le mur qui est... Peut-être qu'il faudra une autre émission. Oui, c'est certain. Nous consacrerons à ces questions idéologiques, philosophiques. Vous pourrez continuer off the record, comme vous avez déjà des affinités. Les supputations de mon grand frère ne regardent que mon grand frère. Donc, plus sérieusement, vous parliez, c'est vrai, d'un mur qui est érigé au niveau de la corniche. Je pense que c'est une future ambassade de Turquie qui doit y être construite. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est la mairie, c'est le gouvernement, qui c'est qui a vendu ce lopin de terre? Alors jusque-là, il y a un flou total par rapport aux responsabilités qui n'arrivent pas à être situées clairement. Donc il y a un son de cloche qui dit qu'en fait c'est un mur qui a été, que le terrain a été vendu sous l'ancien régime, le précédent régime le régime d'Abdoulaye Wade, et donc d'autres sons de cloche disent que non, finalement c'est un terrain qui a été vendu en juillet 2012 à ces opérateurs. Donc nous n'avons pas d'informations précises, toujours est-il que ce mur est là. De jour en jour, des briques sont posées. Que fait le maire? Je veux dire, le maire, il doit avoir une information qu'on n'a pas, nous, peut-être. En tout cas, nous, à notre échelle, en tant qu'activistes, parce que nous avons aussi cette casquette qui nous permet de défendre certaines causes sur le terrain qui nous estiment mériter une attention particulière pour le plus grand bien de la communauté. En tout cas, nous n'avons pas cette information. Mais ça peut se comprendre aussi, parce qu'il s'agit finalement, et vous l'avez dit, d'une ambassade à construire. Qui dit ambassade dit secret diplomatique. Donc, c'est des questions extrêmement sensibles. Et je peux comprendre que les informations ne soient pas mises sur la place publique. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que les Sénégalais, aujourd'hui, sont en colère contre ce mur. Vous pourrez voir, il y a eu une initiative spontanée d'un collectif du nom de Jeunesse Dakar Rêveuse, qui a initié une pétition sur la plateforme change.org. Donc cette pétition dénonce ce mur et invite les Sénégalais à la signer. Et en moins de 24 heures, il y a eu plus de 1000 signatures. Et tout à l'heure, avant de venir à l'émission, nous étions à 3500 signatures. Et l'objectif, c'est d'en arriver à 5000 et de présenter cette signature aux dirigeants, donc au maire, qui pourra par la suite mener le combat au niveau... Je pense qu'avant la diffusion de cette émission, on aura atteint les 5000. Mais on va juste passer un extrait de la marche, je pense que la randonnée pédestre que vous avez tenue la dernière fois, là, dès que c'est prêt. Notre émission, Bouchon, j'ai l'impression que vous avez envie de dire autre chose. Oui. Et je voulais dire, en fait, rappeler aux Sénégalais qu'en Turquie, un combat similaire a été mené il y a très peu. Rappelez-vous la place Taksim, où les Turcs se sont réunis par milliers pour dénoncer l'érection d'un centre commercial dans une place qui, un peu comme la Corniche, est un point de ralliement des familles turques. Pourquoi alors voulons-nous nous imposer, on veut nous imposer dans notre pays, sur notre si belle Corniche, une construction de la Turquie, là où la Turquie elle-même s'est insurgée contre cela. Donc nous refusons, c'est une forme d'impérialisme, c'est une forme de domination que le peuple sénégalais refuse
Et nous espérons faire reculer les autorités sur ce projet. Et c'est un mouvement, encore une fois, autonome, un mouvement spontané de la jeunesse sénégalaise, apolitique, et c'est un mouvement citoyen. Nous invitons les Sénégalais à nous rejoindre, à battre le macadam, à exiger leurs droits, parce que le patrimoine maritime est un bien commun qu'il nous faut léguer aux générations futures. Voilà, comme on le disait, voilà. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Qu'est-ce qui va se passer en dehors de la pétition? Est-ce que vous allez, la phase 2, c'est de casser le mur ou... Donc déjà, il y a eu plusieurs marches. Donc je précise que la marche a été à l'origine du collectif Jeunesse Dakar Rêveuse et du collectif Corniche Ouest dont nous faisons partie. Donc, mais il y a eu plusieurs marches spontanées. Hein. Vous allez voir, tous ces derniers jours, il y a eu des marches de la part des usagers du parcours sportif, des habitants de Fann qui se sont emparés de ce problème. Est-ce que vous ne gagneriez pas à vous unir Tout à fait, tout à fait. En fait, mais je trouve que ce foisonnement de manifestations citoyennes, c'est une preuve, encore une fois, de l'attachement que les Dakarois portent à cette corniche. Parce que je me rappelle qu'il y avait un combat que menait aussi l'architecte Pierre Goudiaby, qui disait que c'est vrai que maintenant, on risque de perdre la vue qu'on a sur la mer, alors qu'elle nous appartient à tous. On a le droit d'avoir l'accès à la mer, on a le droit d'avoir l'air frais qui vient de la mer. Maintenant, s'il faut payer pour aller dans un hôtel pour pouvoir voir la mer, ça risque d'être catastrophique. C'est cela. Et vous savez... Et quand c'est des ambassades, c'est pire, parce que là, c'est... tout à fait. Voilà, aucun passage ne sera permis sur cette portion de la corniche. Et pour nous, c'est extrêmement grave. Pour deux raisons. Déjà, il y va de la protection du cadre de vie des Dakarois. Parce que déjà, Dakar, c'est une ville où on étouffe. C'est une ville qui a très peu de poumons verts. S'il faut qu'on nous retire cette corniche, parce que regardez, depuis les années 2000, le pullulement d'hôtels, de restaurants, de parcours, de complexes résidentiels sur cette corniche, une ville qui se respecte ne laisse pas son front de mer se dégrader ainsi. Regardez des villes comme Rio de Janeiro qui sont connues pour leurs très belles baies, et la corniche de Dakar, c'est une des plus belles d'Afrique. C'est ce que disait le président poète Senghor et nous le rejoignons totalement. Il n'est pas normal que nous laissions ce cadre de vie se détériorer, surtout que la loi ne le permet même pas. Regardez, le domaine public maritime, il est interdit qu'il y ait la moindre construction dessus. Le deuxième motif de combat, c'est aussi une question presque de droit de l'homme. Le terme est fort, hein, mais pour nous, il s'agit de dire non à la confiscation de ce qui appartient à tous, d'un bien commun, au profit d'une minorité qui empêche à la majorité d'accéder à ce qui lui est dû. Donc c'est une question parce que les Sénégalais, qu'ils viennent des franges les plus défavorisées ou des plus nantis de ce pays, ont droit, sans aucune discrimination, d'accéder à cette corniche qui fait partie, elle est tellement chère aux Sénégalais. Donc le combat, c'est d'abord d'inviter les Sénégalais à signer la pétition en ligne. Alors nous avons vu qu'elle a beaucoup circulé, elle a été envoyée par email, mais en regardant le flux, et c'est peut-être un appel que nous faisons aux Sénégalais, c'est de signer. C'est bien de partager, nous apprécions cela. Et quel est le nom du site? Alors c'est change.org, change.org, et la pétition est en ligne. Ensuite de nous rejoindre, parce que la marche qui a été organisée hier, c'est une des marches qui se sont tenues, organisée dimanche dernier, excusez-moi, c'est une des marches qui s'est tenue, mais il y en a eu d'autres. Nous rejoindre demain, samedi 29 mars à 16h, parce qu'une marche qui, cette fois-ci, essaiera de fédérer autant de mouvements que possible, partira de la pointe de Fann, donc c'est à côté du mur, donc devant le Terroubi, pour manifester notre colère et espérer faire reculer les autorités sur ce point. Et donc je voulais aussi lancer un second message, hein, c'est de dire aux Sénégalais qu'en fait il est extrêmement important que nous portions certains combats nous-mêmes. Je pense qu'il y a eu un avant et un après 23 juin. Et aujourd'hui, il y a une conscience citoyenne très forte qui s'est cristallisée chez les Sénégalais. Il faut aussi que nous continuions à exprimer notre voix en tant que citoyens et à exiger d'être entendus. Je vous parlais tout à l'heure du pillage des ressources halieutiques, de la spoliation de nos terres. Je comprends l'impératif de développement économique. Il faut nous développer l'agrobusiness, il faut nous développer donc le tourisme, c'est des belles plages qu'il faut aménager. Mais il y a une dichotomie entre le besoin de se développer, d'une part, et d'autre part, le bien-être social. Et le bien-être social, c'est un concept qu'il faut que nous décidions. Quelle est des choses qui sont plus intangibles. Exactement, plus intangibles. Donc il faut que nous ayons cet échange et je pense que les intellectuels, les forces vives de ce pays, les chercheurs peuvent s'emparer de la question et faire des propositions concrètes dans ce sens. Je pense que Nina avait juste quelque chose à ajouter par rapport à ce moment. Ce serait plutôt aller dans le sens de l'appui et d'une contribution. C'est qu'on ne peut pas comprendre au moment où on est en train de parler de changement climatique, de parler de développement durable,
de parler d'un Sénégal émergent et de laisser une côte qui est presque à moitié aujourd'hui existante, laisser d'autres personnes et des particuliers continuer à l'exploiter. Quand on parle d'érosion maritime, d'érosion côtière, nous voyons ce que la mer fait comme dégâts, nous voyons ce qui se passe à Rufisque. Et ce n'est qu'une conséquence et une répercussion de ce qui se fait sur le littoral. On ne peut pas comprendre une ville comme Dakar qui n'a qu'une seule entrée et qu'une seule sortie, que nous n'ayons pas de poumons, comme tu l'as dit tout à l'heure. Nous n'avons que le parc de Hann comme poumon vert dans une capitale comme la nôtre, qui est à peu près à plus de 3 millions d'habitants. Avoir une corniche telle qu'on l'a et laisser n'importe qui construire. Maintenant, il faut que l'État du Sénégal sache réellement ce qu'il veut. Est-ce que nous voulons entrer dans le système de la protection et dans le droit économique et social, respecter le droit de ces citoyens, de ces Dakarois, de ces Sénégalais qui ont quand même besoin de bénéficier de ces terres marins, d'une aire marine, comme d'autres disaient, mais en dehors du fait qu'il y a une aire marine, mais faire en sorte que nous puissions dire que la jeunesse de Fann, de Point-E, de Gueule-Tapée, qui a pendant longtemps bénéficié de cette plage, ne plus accéder à cette plage depuis longtemps. C'est maintenant qu'on en parle. Certains disent, où est-ce que vous étiez quand on a eu le Magic Land? Personne n'a parlé. Quand on a eu le Terrou-Bi, personne n'en a parlé. Et on sait que de jour en jour, il y a des hôtels qui sont sur le littoral, qui sont en train d'avancer dans la mer. Personne ne dit absolument rien du tout. Le Radisson, le Radisson, une complicité des gouvernants qui, quelque part, pour leurs intérêts propres, sont capables de mettre à la limite de sacrifier l'intérêt de toute une population. Qu'est-ce qu'on fait pour ça? Mais je pense que peut-être que les autorités pourront reculer avant qu'il ne soit trop tard. Je ne sais pas s'il n'est pas déjà trop tard. Mais en tout cas, je pense que... Oui, rapidement. Donc je pense que vous avez parfaitement raison, mais au lieu d'attendre ce changement de la part des autorités, je pense qu'il faut aussi que nous nous emparions en tant que citoyens de cette question. Parce que l'histoire de l'humanité nous enseigne que les plus grandes conquêtes sociales n'ont pas été le fruit d'octroi de la part des leaders, mais de conquêtes de haute lutte. Et c'est extrêmement important que les citoyens s'emparent de ce genre de questions et essaient de porter le combat. Et dans ce sens, d'ailleurs, nous avons mis en place avec, un de nos activistes du collectif Corniche Ouest a mis en place une plateforme en ligne. C'est une page Facebook qui s'appelle We Are Fâchés. Donc nous sommes fâchés et c'est une plateforme de Nyartou où nous invitons les Sénégalais. Pourquoi We Are Fâchés? Alors, je ne sais pas, il faudrait lui poser la question. Déjà c'est change.org, maintenant c'est We Are Fâchés, vous êtes vraiment alors, il faudrait peut-être qu'on ait des concepts bien africains en effet, mais bon, vous moi êtes je relais ce combat pour cet activiste qui tient beaucoup, donc je n'en suis pas l'initiatrice, mais c'est une plateforme Facebook We Are Fâchés. Et c'est une parodie de We Are Happy de Pharrell Williams, parce que le 20 mars dernier, le monde célébrait la journée du bonheur. Et les Sénégalais, les Dakarois, les jeunes Dakarois n'étaient pas heureux à cause de ce mur. Et je pense que ça lui a inspiré ce parallélisme. Et donc nous invitons les Sénégalais à faire usage de cette plateforme à l'avenir pour faire remonter aux leaders, aux dirigeants, leurs préoccupations. Parce qu'il faut que nous nous rappelions que les dirigeants ne sont pas en CDI. Ils sont en CDD et il n'y a pas de reconduction tacite. C'est nous qui leur donnons la possibilité de renouveler leur mandat sur la base de leur réalisation. Et ils doivent tenir compte des préoccupations de la population. xaw ma ndax mën naa ci sànni dara ci kàllaamay kocc wala ndax dafay xat dama bëggoon wax rek sénégalais gis nañ ci corniche bi fan yi bees yi jàll ni am na benn mur bu ñu fa nekk di tabax mur boo xam ne ambassade Turquie lañ fa bëgg def te ñun ñi nekk ndaw réew mi situation boobu daf ñu naqari ñu lool ndax dañu gëm ni corniche bi alalu ñëpp la ñëpp a ko bokk te mënuñu seetaan tey jii ay nit yu néew benn bëgg a jël li nga xam te ne askan bee ko booloo moom fas yéene ko féetale seen boor xañ ko sénégalais yi looloo tax nag ñu fas yéene taxawal ab ñaxtu ñu ciy invité sénégalais yëpp ñu fekk suñu ci xeex boobu te incha allah suba 4 heures si ngoon ñi ngi daje ci Pointe de Fann mooy ci buntu Terrou-Bi bi pour fas yéene doxub ñaxtu te liñ ci fas yéene li nga si jublu mooy suñu njiit yi dégluñu xam ni jeex na daal jamono bi nga xam ni sénégalais day banque loxoom di toog di seetaan ñu teg ci daram lu leen neex contrat bu leen neex ñu signé ko ñun ñu war a toog di leen seetaan te boo seetee ba seet itam situation boobu ñu tax a ñaxtu
dafa nekk loo xam ni feeñ na ci yeneen mbir ci réew mi boo gisee tey mbirum wax ji nga xool tey suñu géej yi nappkat yi amatuñu jën nappkat yi boo demee marché tey yabooy bi nga xam ni ñi ngi ko doon jaayee 100 francs tey boo demee boo amulee 250 wala 300 doo ci laal. 500 kay wax dëgg yàlla te boo gisee ba gis suñu doom yi nar a ñëw suba ak suñuy sët incha allah ndax dinañ xamante jën sax lu muy mel. dañ na war a xeex pour bañ suñu réew ñu jël suñu géej bi jeexal li ci nekk looloo tax tey ji suñu ndaw mi réer moo tax suñu ndaw mi tey amatuñu yaakaar bëgg jël yoonu Barça wala Barsax dañoo war a bañ loolu. waruñu ko nangu ñun ñoo war a jug seet accord de pêche yooyu noonu seetaat ko. seetaat accord de pêche yi ndax ñu ngi ciy gis suñu bopp en tant que sénégalais suñ ci gislee suñu bopp ñu def ba ñu dindi leen def ci yeneen te question boobu itam ñu ngi ko am ci mbirum exploitation minière maanaam koom-koom bi ñuy jëlee ci suuf muy or bi boo gisee or bi tey jii dëkk yi nga xamante ni am na exploitation minière mais population yi gisuñu ci seen bopp doo gis transformation gisoo ay liggéey yu bees yu fa am doo gis ni dëkk bi mi ngi développé doo gis ñu am fa ay hôpitaux te da ngay gis ni entreprise yooyu di ñëw di jëlee or bi fii di ko jëlee ñu ngi ciy génne ay bénéfices yoo xam ni suñ la waxee nu mu toll da ngay yéemu si suñu borom ndax boo xoolee rek exploitation or tey ji Sénégal ñi ngi génne 120 milliards ci exploitation or maanaam téeméer ak ñaar fukk ci milliards moom la ñuy génne ci réew mi te ci li ñuy génne ci réew bi dëkk bi gouvernement bi lan lañ ciy jël ñetti milliards dong leen ci moom li ki des yëpp dañ koy expatrier delloo ko ci dëkk yooyu moo tax ñun ñoo war a toog seetaat suñu bopp lan la ñu bëgg comme développement ndax dañu war a toog rek ñeneen di ñëw di tibb di jëlee def nañ ñu ko ci esclavage jël suñuy maam def leen jàmm def nañ ñu ko ci colonisation ñun ñii nag ndaw réew mi ñun ñoo war a jug lënkaloo bañ loolu xeex ko pour mu jóge fi ndax njiit yi ñun lañ fi nekkal. Tout à fait. Donc le message boobu laa bëggoon passer. C'est un bon message parce que si la génération de dirigeants se sent incapable de pouvoir exploiter nos ressources, mais ils n'ont qu'à laisser ces ressources aux générations futures, qui seront certainement plus compétentes. Tout à fait. Donc c'est ça. Et d'autant plus qu'une exploitation comme l'exploitation minière, prenez l'exemple de l'or, c'est des ressources non renouvelables. Une fois qu'on extrait, c'est fini. Vous avez des cratères. Mais imaginez-vous si les Saoudiens avaient fait le même deal, si les Arabes, mais ils seraient des pays pauvres jusqu'à présent. Donc il faudrait qu'on se réveille. Donc sur 120 milliards de recettes d'exportation que le pays n'ait comme recette que 3 milliards, je trouve que c'est extrêmement grave. Et c'est à la jeunesse de prendre ses responsabilités. C'est vrai que nous avons été très, très heureux de vous avoir sur ce plateau. On pourrait discuter des heures et des heures. Je rappelle que vous êtes consultante internationale, vous avez fait Sciences Po et London School of Economics, vous êtes Global Shapers, vous dirigez le hub de Dakar. Nous avons été très heureux de vous accueillir. Vous allez rester juste pour qu'on termine cette première partie.